Salut Sandra. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sandra, tu es secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Beaucoup d'actualités chez les écologistes en ce moment. Vous êtes un peu au centre du jeu politique, entre polémiques sur les réunions non mixtes, le financement de la mosquée à Strasbourg, on va y revenir, ville dirigée par les écologistes, mais aussi les appels de Julien Bayou en Ile-de-France pour l'unité, mais aussi de Yannick Jadot pour remettre la gauche autour de la table. On va y revenir, mais d'abord, c'est en ce moment que se discute le projet de loi climat au Parlement. Pour les députés de la majorité, jamais une loi n'avait été aussi loin en matière écologique. Tu es d'accord avec eux ? En fait, il retarde de 10-15 ans. Oui, il y a 10-15 ans, on aurait pu se dire que cette loi faisait du bien, qu'elle était une grande avancée. Le problème, c'est que depuis, le compteur climatique continue à tourner, que les annonces du GIEC sont très très claires. Chaque année perdue est une année perdue en termes d'augmentation des degrés et des températures à venir. Et ce projet de loi, en ne se conformant pas à ce qu'avaient préconisé les citoyens et les citoyennes de la Convention, eh bien, fait acte d'inaction face au réchauffement climatique. Or, la France a été plusieurs fois mise à l'amende par les institutions européennes, par la justice européenne, par la justice française sur son inaction. Et malgré ce, continue à ne pas écouter ce qui vient de la population, ce qui vient de la science, et continue à dire que des petits pas, à partir du moment où ils préservent les intérêts financiers, sont suffisants pour faire en sorte que ça aille mieux demain. Nous, on n'a pas tout à fait la même vision. Nous, on considère que, surtout face à la pandémie, face à la crise économique qui arrive, on a besoin de faire autrement. On a besoin de créer des emplois qui soient locaux, non délocalisables, qui correspondent à nos modes de vie et pas nous imposent des modes de vie contraints, comme on l'a vu en ce moment avec beaucoup de gens des métropoles qui souhaitent aller vivre ailleurs pour avoir des conditions de vie un peu plus respectueuses. Et pour ça, il faut revoir intégralement notre vision du développement économique et bien, encore une fois, Emmanuel Macron, ses soutiens ratent un coche historique parce que c'est ce qu'on aurait pu faire, c'est-à-dire mettre en place les conditions pour que demain ça aille mieux. Je pourrais décliner ça sur plein de plans. On voit que la grande priorité du quinquennat, qui était l'égalité homme-femme, est encore une fois bafouée par le plan de relance qui fait des femmes les grandes perdantes suite à cette crise pandémique et ainsi de suite. Donc non, cette loi climat ne nous réjouit pas. Le grand jeu qui a eu lieu en commission pour shooter les uns après les autres les amendements nécessaires qui réintroduisaient les grandes priorités des citoyens. Tout ça ne passe pas. Malheureusement, on n'est plus très surpris. Dimanche dernier, justement, il y a eu des grandes manifestations dans plus de 150 villes à l'appel d'ONG, de syndicats, de partis et aussi de membres de la Convention citoyenne pour le climat que tu viens de citer. À l'Assemblée, plus de 7000 amendements ont été déposés. Ça peut bouger encore ou bien tu te dis que c'est de toute façon, c'est mort, il ne se passera plus rien en termes d'écologie d'ici la fin du quinquennat? La pression de la rue, en effet. On l'a vu sur l'introduction dans la Constitution du crime d'écocide où un certain nombre de votes a pu peut-être basculer du côté de la majorité. Malheureusement, dans une majorité très aux ordres de son dirigeant, qui est aussi leader et de la France et de son mouvement, du fait de la Constitution, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et c'est inquiétant parce que leur devoir est immense par rapport à la population. L'attente est immense dans la population, sondages, enquêtes le prouvent chaque semaine un peu plus, malgré la pandémie. L'urgence climatique reste au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Emmanuel Macron envisage toujours de réunir les Français autour d'un référendum pour inscrire la cause climatique dans la Constitution. Ça vaut la peine? Alors, l'inscrire dans la Constitution, inscrire les crimes majeurs qu'on appelle les écocides, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque ça permet, d'un point de vue légal, de pouvoir empêcher que le pire continue à se produire. On parlait il y a quelques jours encore du scandale du chlordécone qui, devant la justice, risque d'être classé sans suite. Ce sont des réalités très concrètes qu'il faut combattre aujourd'hui, qui rendent malades des gens, qui font mourir des gens, et qui font que des jeunes, des enfants naissent avec des pollutions héritées de par l'endroit où ils ont été conçus, tout simplement. C'est quelque chose de gravissime. Et c'est contre ça que ces outils légaux, juridiques, peuvent permettre de lutter. Donc oui, c'est très important de pouvoir avancer dessus. Alors je l'ai dit, grosse actualité chez les écologistes. Le gouvernement a d'abord frappé fort il y a quelques jours à propos du financement de la mosquée de Strasbourg et vous a accusé, vous les écologistes, de complicité avec les islamistes. Julien Bayou a annoncé ce week-end qu'il porterait plainte contre Gérald Darmanin et Marlène Schiappa pour diffamation. À quoi joue la majorité? Pourquoi êtes-vous dans le viseur en ce moment avec une telle violence?
C'est une bonne question parce que les attaques ne se limitent pas à ça. Je vous rappelle, il y a quelques jours à peine, les attaques contre Grégory Doucet, maire de Lyon, parce qu'il avait eu l'outrecuidance d'appliquer un plan très basique et appliqué par beaucoup d'autres édiles et même certains de la majorité présidentielle avant lui pour permettre à tous les enfants de sa ville, 30 000 enfants quand même, de pouvoir disposer d'un repas chaud tous les midis, malgré les conditions sanitaires draconiennes à mettre en place. Il y avait eu encore, je ne sais plus combien d'autres attaques, je perds le fil, mais oui, c'est récurrent, cette obsession de la majorité pour les propos, les actions des écologistes. Moi, j'ai l'impression que derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup moins reluisant, qui est que les écologistes agissent et que leur action fait apparaître encore plus gros l'inaction de ce gouvernement. Je peux vous prendre des exemples tout simples. Bruno Bernard, à la métropole de Lyon, instaure le RSA pour les jeunes sur l'espace de la métropole, parce que pendant cette période où la jeunesse est oubliée par le gouvernement, alors certes, il y a les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, mais vu les queues devant tous les points de distribution alimentaire, ce n'est pas suffisant. Et bien ça, ce sont des actions concrètes. Quand Jeanne Barzéguian travaille sur la possibilité d'une subvention, puisque je rappelle que cette subvention n'a pas été votée pour une nouvelle mosquée à Strasbourg, dans le cadre qui est celui du droit local d'Alsace-Moselle, elle permet aussi de lutter contre les mosquées clandestines qui, elles, sont, dans certains cas, des lieux de recrutement pour ce que le gouvernement qualifie d'islam radical. Et en fait, ça, ce sont des actes réels, qui ont des actions, qui permettent d'avancer. Mais ces actes-là montrent qu'en face, il n'y a que de la communication et pas d'action. Donc peut-être que c'est là que le bas blesse et peut-être que c'est là que se fait l'obsession de certains membres de ce gouvernement sur les écologistes. Et j'ai envie de te dire que ça confine un peu à la passion d'être tellement obsédé par chaque mot, chaque propos et chaque action des écologistes en France. Mais même hors de question, on voit bien qu'effectivement la majorité vous tape dessus en permanence, l'extrême droite vous tombe dessus aussi, mais on voit aussi qu'une partie de la gauche essaie de cliver au moins avec vous les écologistes. On l'a vu sur la question de la République, on le voit aussi sur la question de non-mixité des réunions non mixtes. Je te pose cette question parce que tout le monde à gauche n'a que le mot rassemblement et on va y venir à la bouche, et pourtant on ne voit plus bien ce qui vous rassemble. On a le sentiment qu'on met, en tout cas on met en exergue effectivement les désaccords majeurs entre gauche, entre les différentes sensibilités de la gauche. Qui a le plus intérêt, qui a intérêt à cliver autant aujourd'hui dans le débat public et notamment à cliver à gauche ? Alors, du côté d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, on a tout intérêt à ce qu'il y ait la zizanie du côté de ceux qui pourraient très bien gagner s'ils arrivaient à se donner une ligne de travail collective. Mais c'est vrai que ces attaques reprises à l'unisson, de droite et de gauche, tu as raison de le souligner, sont assez pénibles parce qu'on nous accuse de ne pas être droit dans nos bottes sur la laïcité. On est quand même les plus grands défenseurs de la loi de 1905. J'invite tout le monde à lire tous nos propos dessus. On nous accuse de ne pas être républicains, mais pendant que tous ces gens nous accusent de ne pas être raccord, de ne pas être droit, on ne sait pas trop où ils en sont sur la laïcité et sur la République. Et c'est très facile d'accuser son chien d'avoir la rage pour ne pas avoir soi-même à expliquer où on en est, à expliquer aux Françaises et aux Français comment est-ce qu'on construit la société de demain, comment est-ce qu'on la construit de façon inclusive. J'aime beaucoup les discours sur l'universalisme. Pour tout le monde, c'est l'objectif. Mais on ne peut pas partir du fait que l'objectif est déjà atteint pour éviter d'aller vers l'universalisme et se carapater derrière pour éviter de travailler dessus. Nous, on n'a pas peur de ça. Et on a le courage politique, il me semble, d'affronter ces questions qui sont centrales dans la société. Parce que oui, il faut arriver à avancer ensemble, mais pour ça, il ne faut pas faire semblant. Et une partie de ces gens qui nous accusent, tous les gens qui nous accusent, ne font pas eux-mêmes, elles-mêmes, le travail nécessaire dessus. Hier matin, Yannick Jadot était invité de la matinale de France Inter. Il a appelé Anne Hidalgo, Olivier Faure, Julien Bayou, Christiane Taubira et Jean-Luc Mélenchon à se réunir autour d'une table pour discuter programme, discuter projet en vue de 2022. Pourtant, jusque-là, Yannick Jadot n'avait de cesse de dire qu'il militait pour un rassemblement entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mélenchon est redevenu fréquentable ? Alors moi, j'ai pas vu d'énormes différences entre ce qu'a dit Yannick Jadot hier matin et ce qu'il dit depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai vu un traitement médiatique différent de ce qu'il a dit hier matin, de ce qu'il avait dit sur les mois précédents. Mais la ligne des écologistes a
toujours été clair et on est inattaquable dessus. On Les a écologistes, toujours voulu. en l'occurrence. Yannick Jadot, sa ligne était quand même ce matin dans Libération, il explique qu'effectivement, compte tenu du Il n'est contexte... pas écologiste pour toi, Yannick Jadot. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de te faire dire. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il y a une évolution. On voit bien que jusqu'à là maintenant, il excluait de son champ, de son rassemblement, il y a Jean-Luc Mélenchon. Et il le dit ce matin d'ailleurs dans son interview Libération, il est plus clair. Il dit qu'aujourd'hui, l'urgence est telle qu'il y a des différences avec Jean-Luc Mélenchon, mais qu'il faut mettre en avant les convergences. Oui, alors ça fait une micro-différence à l'intérieur d'une stratégie qui est claire. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur un projet commun et pas juste sur une adjonction de logos pour arriver à gagner et à faire avancer la France. Et oui, il y a une urgence. Il y a une urgence parce que la pandémie, parce que la crise économique qui arrive et parce que la pression du Rassemblement national est aussi très réelle. Mais encore une fois, il n'y a pas une grosse différence avec tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on fait au quotidien. Les responsables politiques du PS, du PC ou de la France insoumise, on les voit régulièrement. Peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être tous les 15 jours. Et ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années. Donc en fait, ce travail, il est fait au quotidien, mais il est long. Et souvent, pour arriver à faire ensemble, il faut prendre le temps, à bas bruit, de discuter réellement, d'affronter les divergences pour plus se concentrer sur les convergences. Donc il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est un travail collectif que l'on mène, que ce parti, Europe Écologie Les Verts mène, et Yannick Jadot, en élu de ce parti, continue à tisser le fil de ce qui est une stratégie pour faire en sorte de sortir de cette affreuse situation dans laquelle on est, à savoir devoir choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est ce qu'on refuse et on fera tout pour y parvenir. On l'entend, ce discours du côté des écologistes d'une manière générale, et j'insiste sur le positionnement d'Yannick Jadot, qui a quand même longtemps expliqué qu'il fallait créer cet espace entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la proposition que Jean-Luc Mélenchon a faite il y a quelques jours sur l'accord dans les régionales? Donc Jean-Luc Mélenchon a proposé aux écologistes un accord qui repose sur 6 régions, 5 régions où Jean-Luc Mélenchon s'engagerait à soutenir les écologistes, et une région dans laquelle il vous demanderait de soutenir un candidat de la France insoumise. Ça a un lien ou pas, cette évolution stratégique de Yannick Jadot? Alors, nous, on tient beaucoup à la démocratie. C'est pour ça qu'en fait, on n'impose pas aux gens dans les régions quelque chose qui ne les concerne pas. Ces accords que la politique française pratique, quels que soient les partis de droite et de gauche, de s'échanger des régions comme si les gens qui y habitaient n'en portaient pas, c'est pas la façon de penser des écologistes. Donc et toi, Jean-Luc tu penses Mélenchon le accords sait très bien. locaux et non pas accord national? Nous, on a toujours réfléchi comme ça parce qu'on est un parti fédéraliste, on applique ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est pas très heureux comme mot, mais ça veut dire que les décisions sont prises à l'échelle de vie de ces décisions. Élection municipale, on décide à l'échelon municipal, élection régionale, on décide à l'échelon régional, élection nationale, on décide à l'échelon national. Donc vous dites non à la simple. proposition de Jean-Luc Mélenchon? On dit pas non, on dit que ça n'a pas de sens, c'est un peu différent. Il y a des discussions qui ont lieu dans toutes les régions, des rassemblements qui se font dans toutes les régions. Il n'y a pas une seule région, Europe Écologie Les Verts fait cavalier seul, et il n'y a pas non plus d'hégémonie dans les positionnements d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il n'y a qu'une seule région dans laquelle il y a un rassemblement derrière nous. Et il me semble que ce rassemblement convient à tout le monde, puisque Karima Delli incarne à la fois un parcours politique et un parcours militant qui sied tous les deux particulièrement à ce dont cette région a besoin. Et je crois qu'elle est très juste quand elle dit que cette région lui a permis de devenir la femme qu'elle est et qu'aujourd'hui elle veut rendre à cette région tout ce qu'elle lui a donné. Un autre appel qui avait été celui de Julien Bayou en Ile-de-France, lui avait suggéré à Clémentine Autain et à Audrey Pulvar, les deux autres candidates de gauche et écologistes en Ile-de-France, de se réunir pour évoquer la possibilité d'une candidature d'union au premier tour, ou en tout cas d'un rassemblement au premier tour. On en est où de cet appel? L'invitation a été lancée publiquement, fermement, avec un lieu de rendez-vous proposé, et jusqu'ici, je ne crois pas que la réponse ait été totalement favorable. Il n'y a pas de date d'arrêté? Apparemment toujours pas. C'est là où c'est intéressant, c'est la différence entre les grands discours sur il faut faire l'union et la réalité de ce que c'est. Nous, on le connaît bien. Et Audrey Pulvar, les deux ont répondu. Ont répondu, bien sûr, mettons-nous autour de la table. Une table neutre, je crois d'ailleurs. Elles ont répondu peut-être en privé, mais certainement pas directement. Si, publiquement. Même Audrey Pulvar, quand on recevait la semaine dernière, elle a elle-même dit pas de problème pour discuter au premier tour, il faut une date. Elles ont dû peut-être perdre le numéro de Julien Bayou. Pareil au niveau national, la réunion que propose Yannick Jadot de réunir l'ensemble des personnalités candidats possibles de gauche pour discuter justement de la possibilité d'un programme commun ou d'un projet commun pour 2022.
Libération a fait fuiter aujourd'hui une possibilité de nom qui serait autour de la table. Là, c'est pareil, c'est un appel qui est lancé publiquement et ça va avoir lieu. Oui, enfin, ça rejoindra les discussions qu'on a assez traditionnellement, je vous dis, puisque cette espèce de rencontre habituelle entre les responsables de parti, c'est un peu notre quotidien. Je crois qu'on s'appelle toutes les semaines avec l'ensemble de ces responsables, donc ce sera juste la continuation. On ne fait pas une grande réunion de ce type-là du jour au lendemain. Et puis encore une fois, chez les écologistes, ce qui compte... Vous ne renoncerez pas de toute façon à la primaire des écologistes. Et pourquoi est-ce qu'on renoncerait à un acte qui est démocratique parce qu'il y a d'autres choses à construire, peut-être, ou pas derrière. Il y a une réalité qui est très simple, hein, c'est que nous, on a toujours fait en sorte que le camp que l'on soutienne gagne. On est le seul parti dans l'histoire de la Ve République à avoir fait le choix de se retirer en cours d'élection présidentielle pour faire en sorte que le pire n'advienne pas. Qui, parmi tous ces partis politiques, a eu le quart du centième du courage politique qu'on a eu en faisant ça? Aucun et jamais. C'est la même chose sur toutes les élections, à tous les niveaux. On prend toujours nos responsabilités. Là, cette proposition de faire ensemble, que ce soit celle de Julien Bayou à l'échelle locale de l'Île-de-France ou à l'échelle nationale, on l'a fait et on l'assume. Et on fait ce travail en lien avec nos militants, alors, parce que toujours on respecte la base. C'était on se rassemble, mais si c'est derrière moi. Je finis. Si c'est derrière Julien Bayou. Je finis, sauf que la réalité, c'est que derrière, personne ne veut jamais, parce qu'il y a une question d'hégémonie qu'on nous renvoie à nous écologistes, parce qu'on a un logiciel politique qui est un peu différent. Nos valeurs sont celles de la gauche, c'est tout à fait certain. En revanche, il y a un moment où une partie de la gauche a oublié où étaient ses valeurs. Et ça, c'est un trajet qui est leur trajet, pas le nôtre. Nous, on est le parti de l'écologie politique en France. On se bat pour la justice sociale et environnementale et on ne mettra jamais de relation hiérarchique entre les deux questions parce qu'elles sont intimement, intrinsèquement liées et qu'on ne luttera jamais contre ces inégalités si on refuse de comprendre qu'elles sont intrinsèquement liées. Et pour ça, pour y parvenir, pour instaurer cette justice, on met en place les conditions pour le faire, mais des conditions factuelles, réelles. C'est le cas de la primaire des écologistes que l'on propose avec des partis comme Génération.s qui sont dans l'espace politique de la gauche et qui pourtant font partie de ça. Nous, on propose un cadre, on met en place les conditions. Après, s'il y a une volonté de communiquer mais pas d'agir, c'est pas de notre responsabilité et ça devient particulièrement pénible. Alors qu'on est le seul parti qui a absolument toute l'historique sur le travail qui a été fait pour permettre ces rapprochements, d'être toujours celui vers qui la faute est portée par tous les autres. C'est injuste et surtout c'est faux. Pour finir sur cette séquence politique, tu y crois, toi, à cette possibilité qu'il y a une prise de conscience en ce moment de la nécessité de réunir la gauche et les écologistes, que ce soit à l'échelle des régionales ou à l'échelle nationale pour 2022? C'est possible encore? Il y a un message d'espoir, d'espérance, je ne sais pas, pour les électeurs de gauche et des écologistes. Je pense que c'est toujours possible, mais pas n'importe comment. Est-ce que tu te souviens du sondage, j'en parle souvent, de Place Publique en 2019, au moment où Place Publique voulait faire justement la grande union de la gauche. Ils font un sondage qui marque l'actualité. Et il repose sur deux questions. La première question, c'est voulez-vous l'union de la gauche? Là, tous les partis de gauche, écologistes et tout répondent oui, 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 plus de 60% dans chaque catégorie. La deuxième question, c'est cette liste constituée de tous ces petits logos. Est-ce que vous voterez pour elle aux élections européennes? Et là, ça fait 14%. Parce que la réalité, c'est que c'est pas mettre des gens autour d'une table ou juste des logos ensemble qui fait une adhésion, qui fait un projet. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut. C'est un contrat de gouvernance. C'est l'horizon que l'on se donne ensemble. Et tant que ce travail-là n'est pas assumé, c'est pas possible. Il y a beaucoup plus de choses qui vous rapprochent que de sujets et de projets qui vous divisent. Oui, mais là actuellement, quand on voit les coups qui pleuvent d'Anne Hidalgo, il n'est pas évident de voir qu'il y a plus de sujets qui nous rapprochent que de sujets qui nous éloignent. Quand on travaille par exemple avec Olivier Faure, je vois plus de sujets qui nous rapprochent que de sujets qui nous éloignent. Et ça, c'est un choix politique, de faire porter plutôt la différence ou plutôt la convergence. Mais ça se travaille réellement, c'est pas juste des prises de position publiques qui le permettent, et ça ne se travaille pas qu'entre personnes, mais ça se travaille entre corps collectifs, c'est-à-dire les partis, les sympathisants. Si on n'implique pas la population,
alors on fait des choses qui ne sont pas fonctionnelles. Les écologistes veulent faire des choses qui fonctionnent. C'est très basique, la pensée écologique, c'est si ça marche, c'est bien et on va essayer d'améliorer. Si ça marche pas, il faut changer, il faut faire autre chose. Donc c'est ce qu'on continue à faire à tous les niveaux. Jusqu'ici, on est un peu seul à essayer de mettre en place des convergences qui permettent d'avancer. Soit on continue à avancer malgré tout. On n'a pas vraiment le temps, le compteur climatique, lui, continue à s'emballer. J'ai une dernière question, Sandra. Justement, je t'ai souvent entendu, et je crois même me souvenir que tu nous l'as dit dans une des précédentes invitations où tu étais Tu me fais peur. Dans la Biennale. Non, 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 non. Tu viens de le redire, donc ça me paraît tout à fait cohérent. En tout cas, ton propos est cohérent depuis ce temps-là. Tu justifies effectivement des accords comme ceux dans les Hauts-de-France sur l'urgence et surtout la nécessité de faire bloc face à l'extrême droite qui était une menace permanente. C'est le cas aussi en PACA. Je crois que vous n'êtes pas défavorable, même vous êtes plutôt favorable à l'idée qu'il y ait une liste qui rassemble le plus largement possible en PACA. Le sondage de cette semaine aussi en Ile-de-France montre que l'extrême droite arrive en deuxième position en Ile-de-France. Maintenant, ça ne fait de doute pour personne que Marine Le Pen peut possiblement prendre le pouvoir en 2022. Est-ce que c'est pas ça qui doit guider aujourd'hui les décisions politiques et la nécessité, comme le dit un peu Yannick Jadot, de se mettre réellement autour d'une table pour faire peut-être 10 propositions qui seraient celles qui structureraient un projet de gouvernement? Alors ça, c'est la nécessité et l'urgence, c'est une évidence, plus toutes les urgences que je t'ai citées, qu'elles soient environnementales, sociales, économiques. Mais il y a un devoir de faire qui est un peu plus large que la simple urgence. Et en fait, si on construit uniquement en contre, on ne comprend pas le trajet qu'il y a à faire. Et le problème, c'est que la gauche française a une vieille maladie de toujours construire en contre. Et quand on construit en contre, en fait, il manque l'essentiel du travail, à savoir comment est-ce qu'on fait ensemble, on avance selon quelle méthodologie et on va vers quel horizon. Encore une fois, là-dessus, on ne peut pas nous prendre en faux. C'est le travail qu'on a fait avec les équipes de Benoît Hamon, après s'être retiré, quand on s'est retiré, pour avoir un projet commun et pas juste soutenir celui qui théoriquement devrait être le plus gros. D'ailleurs, malheureusement, l'histoire nous a démontré que ce n'était pas le choix qui rassemblait le plus de voix, mais en tout cas, quand il y a des choses à faire pour qu'on se rassemble et qu'on essaye d'avancer, on les fait systématiquement, mais on ne les fait pas n'importe comment et à n'importe quel prix. L'histoire nous a montré que le faire juste comme ça n'était pas suffisant. Merci beaucoup, Sandra. Bonne journée, merci, à bientôt.